Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo rencontre avec la diaspora algérienne. Cap sur Paris aujourd'hui pour retrouver l'islamologue et président de la Fondation de l'Islam de France, Monsieur Rel Benchir. Bonjour. Bonjour, bonjour chère Maya et bonjour à tous les internautes qui nous suivront. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire votre diasporama. Nous sommes au lendemain d'une période très importante dans notre religion, à savoir le mois de Ramadan, les fêtes de l'Aïd, Eid Mubarak par la même occasion. Je ne sais si on peut d'ailleurs souhaiter l'Aïd a posteriori. Est-ce que ça se fait ou pas? Oui, à chaque fois qu'on met à profit un temps festif et surtout qui allie la joie à la spiritualité, c'est toujours bon de le dire aux amis, aux proches et à quiconque on a envie de lui être agréable. Et c'est aussi une marque de courtoisie. Donc, Eid Mubarak Saïd et Eid Mubarak Saïd à tous ceux qui nous suivront aussi. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Benchir, vous êtes écrivain, philosophe, scientifique. Vous avez animé beaucoup de programmes à la radio, à la télévision. Questions d'islam sur France Culture, l'émission Islam sur France 2, jusqu'en 2019, quelque chose comme ça, où vous avez ensuite été élu et vous avez succédé à Jean-Pierre Chevènement à la tête de la Fondation de l'Islam de France. Euh, alors, vous êtes une personnalité très présente dans les médias français, peut-être pas beaucoup dans les médias algériens. Est-ce qu'on vous invite, est-ce que vous êtes autant invité dans les médias algériens que français sur les questions de l'islam, M. Benchir? Peut-être, mais ça dépasse ma petite personne et il ne m'appartient pas de le dire. Je ne le suis pas suffisamment assez pour de choses. N'étant pas ubiquitaire, si je suis pris ailleurs, je ne peux pas l'être en Algérie ou pour les médias algériens. Et le second point, je fais ce que je peux et je réponds à toutes les sollicitations avec plaisir, avec joie. J'étais récemment, lors du mois de Ramadan écoulé, à Alger pour une conférence sur la modernité et j'étais ravi de participer à deux émissions de télévision en langue arabe classique. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir l'exercer, ce qu'on appelle la langue du Coran ou l'orat al euh, mais nous faisons ce que nous pourrons, euh, aussi bien nos amis journalistes que votre serviteur. Alors, Monsieur Al Benchir, vous êtes le fils de Cheikh Abbas Benchir Al-Hussein, ancien diplomate, ancien recteur de la mosquée de Paris. Vous êtes né à Jeddah, d'ailleurs, en Arabie saoudite, où votre père représentait le GPRA avant l'indépendance, et avant d'y retourner comme ambassadeur de l'Algérie également. Alors, Monsieur Benchir, cet environnement familial où la religion devait être très présente lorsque vous étiez enfant, est-ce qu'elle conduit forcément, vu la personnalité de votre père, est-ce qu'elle conduit forcément vers une carrière, voire un sacerdoce carrément, pour la cause religieuse? Parce que bon, votre frère, Souhaib Benchir, également est investi, est islamologue, etc. Il est aussi autant connu que vous. Je ne sais pour vous si vous avez des frères et sœurs, si également ils ont eu la même carrière professionnelle. Qu'est-ce qui a fait que vous vous engagez complètement pour la cause de l'islam? Vous qui êtes physicien, hein, vous êtes scientifique, vous êtes physicien, vous avez choisi de faire des études scientifiques à la base. Oui, alors, cher Maya, vous avez tout à fait raison. Je suis pas sûr qu'il faille songer à un quelconque déterminisme parce qu'on a un père et encore la stature de Cheikh Abbas. Je le dis par son nom pour marquer une certaine distance et pour que je ne sois pas accusé d'un quelconque népotisme posthume, même si népotisme renvoie au neveu et non pas au père, étymologiquement. Euh, nous sommes une fratrie nombreuse et il se trouve que mon frère et moi, d'ailleurs, pour l'honnêteté, uniquement mon frère qui a suivi des études d'ordre islamologique. Votre obligé a fait d'abord des études en sciences
Et au moment où je rédigeais ma thèse de doctorat en physique, je m'étais dit, je ne vais pas passer ma vie à décrypter le monde en résolvant des équations mathématiques. Certes, un physicien ne fait pas que cela. Donc, je m'étais Oui, inscrit en philosophie. Et donc, c'est ce parcours dual qui finalement est davantage par vacances du terrain que par des compétences ou des mérites personnels qui ont fait que le champ de l'islamologie a été investi. Après, c'est devenu une passion et je dois dire, vous qui avez parlé d'un sacerdoce, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un sacerdoce laïque. Je n'ai pas une charge cléricale ou une charge religieuse. Peut-être encore un mot de mon père. Lui aussi avait un parcours dual. D'abord, il a fait ses études à la maison, à Dar Sheikh Hussein, donc, qui était d'Arsbil, au sens où nous avions à demeure 300 étudiants, nourris, logés et pris en charge durant toutes leurs études. Et lui aussi, faisant partie de la maison, il avait fait ses études. Et après, il est allé à la Zitouna, à Tunis, à la Qarawi à Fès et à l'Azhar au Caire. Et en même temps, comme il était épris des causes justes de par le monde et engagé dans le mouvement nationaliste algérien, il a rejoint, comme vous l'avez si bien dit, le gouvernement provisoire de la République algérienne avant d'avoir une carrière de diplomate et d'ambassadeur. Et en même temps, d'être le premier président du Conseil supérieur islamique et de finir sa vie comme recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je garde de lui un homme qui improvisait ses discours, puisqu'il ne lisait pas à la fin de sa vie, il avait des oui. difficultés de vision, et donc un homme d'une grande connaissance de la chose islamique, si vous voulez bien, allié à l'approche diplomatique de la vie. Formidable comment vous parlez de votre père, comment vous lui rendez hommage, à la fois en étant son père et de manière aussi un peu détachée pour parler de l'intellectuel qu'il était. Alors, nous venons de passer un mois, donc je l'ai dit, de Ramadan et suivi de fête de l'Aïd, donc un mois hautement chargé en prière, en dévotion, en spiritualité. J'aimerais savoir comment la Fondation de l'Islam de France a accompagné cette période sainte qui vient de s'écouler. Est-ce que vous pouvez nous dire justement euh, comment vous l'avez fait, comment vous l'avez conçu et présenté? Vous avez tout à fait raison d'indiquer le caractère spécifique de ce mois béni, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est cyclique et qu'il revient. Ses effets, lorsqu'ils s'estompent dans le temps, eh bien, nous attendons le retour pour pouvoir y vivre intensément les dimensions inhérentes aux jeunes. D'abord l'éducation de l'âme, la patience, le, le fait de pouvoir se retenir devant le légitime et le licite. Il n'y a pas plus légitime que de manger, et de boire, surtout lorsqu'on a faim et soif. Et là, on se forge un caractère trempé pour pouvoir se retenir devant l'illégitime, et ce qui est moralement répréhensible. Donc, c'est une véritable école de vie. Et puis, il y a une dimension transversale dans la cité qui est celle du partage, de la solidarité, de la fraternité en acte et d'une relation à l'égard d'autrui qui est toute sollicitude, attention, etc. Et puis à l'élévation spirituelle, vous l'aviez dit, on ne jeûne pas uniquement en se privant de nourriture. On doit jeûner à propos de la mauvaise parole, de la médisance, de la calomnie. On n'ourdit pas un complot contre autrui pendant qu'on jeûne. On ne cherche pas noise contre autrui aussi. Et donc, à l'absence de troubles intérieurs, les Grecs auraient parlé d'ataraxie, de cette pacification de l'âme, et à la fatigue physique, il y a effectivement une intériorité, une spiritualité réelle. Et donc la Fondation de l'Islam de France, et ça c'est le second point, bien que ce ne soit pas dans ses prérogatives, parce que c'est une fondation
plutôt œuvrant dans le champ civilisationnel, éducatif, culturel et de médiation sociale, eh bien, durant le mois de Ramadan, elle investit ce champ par des émissions, si je puis dire. En tout cas, nous avons instauré une université populaire, itinérante, mais aussi digitale, dans une émission que nous avons appelée l'école du Ramadan. Et donc, on Mhm. explique, on fait inviter tel ou tel imam, telle ou telle personne, homme ou femme, ou homme et femme, ayant une connaissance approfondie du fait islamique et de l'élévation spirituelle dans les contextes islamiques pour nous expliquer les bienfaits du jeûne. On ne cherche pas nécessairement le concordisme entre les données révélées et les aspects médicaux que certains recherchent et veulent consolider leur foi par ces découvertes-là. On cherche une sorte d'harmonie entre ce qu'on vit intérieurement et ce dont on doit témoigner à l'extérieur. J'ai envie de dire que cette fonction à la tête de la Fédération de l'islam de France, et à travers ce que vous venez de dire de ce cycle d'émissions, vous ressemble tant, parce que à travers toutes vos interventions médiatiques, à travers vos conférences, vos livres, vos écrits, vos contributions, vous ne cessez de parler de cette manière-là de l'islam. L'islam des Lumières, l'islam de l'élévation, l'islam de la bonté, l'islam de, de l'amour, euh, l'amour de Dieu, l'amour de l'autre. Vous ne cessez d'en parler de cette façon euh, tout le temps, tout le temps. Et j'ai envie de dire, à la fois ce rôle à la tête de la Fédération de l'islam de France vous va si bien, si bien. Et en même temps, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-on sourd à ce discours qui existe depuis longtemps, que vous portez, que d'autres portent, en même temps que vous, avant vous, et porteront après? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la communication qui fasse que ça, c'est encore mal vu? Voilà, les musulmans en France sont encore critiqués, attaqués, d'autant qu'à chaque fois qu'il y a un problème de violence, d'attentat, la question revient à l'ordre du jour. Et on vous invite d'ailleurs souvent à ce moment-là sur les plateaux de télévision, comme pour dire je ne sais quoi, comme pour dire non, c'est pas ça l'islam, hein, vous savez, c'est pas ça. C'est des personnes et il faut pas confondre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore aujourd'hui? Ah, ma chère Maya, le sujet est si dense qu'il Ben nécessite oui, des colloques ad hoc. Je vous le dis peut-être là aussi en quatre mais je sais points. que vous avez le sens de la synthèse, Oui, Monsieur on ira. Benchir. Vous êtes un homme de médias aussi, donc Oui, mais parfois on nous demande de refaire le monde en trois en minutes, deux mais là, minutes, oui, 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 de oui. Là, temps. vous avez le temps, Euh, là, vous avez le temps. oui, 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 je suis à votre entière disposition et puis il faut avoir du calme et de la sérénité par rapport à ces questions épineuses. Euh, le premier point, si je reprends votre formule, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le deuxième point, nous pâtissons d'une manière générale, mais sans aucune autoflagellation, d'un manque sérieux au niveau de la communication. Nous avons investi, le nous, je le mets collectivement et surtout pour certains, je risque d'avoir quelques inimitiés en disant ça, à avoir une énième mosquée, parfois pour y enseigner des mensonges au regard de la connaissance historique, et nous n'avons pas investi dans des grands groupes. Moi, je vois le groupe Bayard Presse ou des groupes de médias ou des groupes de chaînes satellitaires, et ça, c'est tout aussi important. À l'exemple de celui qui achète un terrain pour construire sa maison, et s'il diffère la construction, il est appelé au moins à clôturer son terrain. Et Hmm. c'est ainsi pour sa propre civilisation et pour sa propre tradition. Troisième point, il ne suffit pas lorsque, hélas, parce que la tradition religieuse islamique et surtout la civilisation qui la sous-tend est en crise, et nous devons aussi le reconnaître, dire après chaque attentat perpétré au nom
de la tradition religieuse islamique. Il ne suffit pas de dire halte à l'amalgame, le mot amalgame est déjà un mot arabe, halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix. Ça ne Mm. suffit pas. Et Oui, pour certains, ce n'est pas audible en l'état. Donc, c'est expliqué. Et le quatrième point, nous continuons, ce n'est pas une raison pour abdiquer, à témoigner. Alors l'expression l'islam des Lumières commence à être galvaudée. On parle d'un oui. islam de beauté, d'intelligence, de bonté, de miséricorde. Et j'insiste sur le mot qui aussi peut-être a été galvaudé ailleurs, et vous l'avez si bien dit, un, un islam d'amour, de bonté, de miséricorde. Un croyant, une croyante a une relation d'amour et d'adoration avec le Seigneur, mais ça n'a aucun sens si cela ne se traduit pas par une relation d'affection, d'amour et de prise en compte de l'intérêt d'autrui dans la vie de tous les jours. Alors certains se gargarisent de belles paroles, mais malheureusement, mais nous n'allons pas nous y appesantir, parce qu'ils sont à la recherche de notabilité ou tel intérêt immédiat, ils sacrifient l'essentiel qui est cette relation humaine fondée sur la sollicitude et les relations saines pour toute autre chose. Mais ça nécessite du travail, de l'investissement, du témoignage et de l'exemplarité. Parce que si on veut être les meilleurs ambassadeurs de sa propre tradition, de sa civilisation et de sa religion, ça revient simplement au comportement et au bon comportement. Pourquoi parle-t-on de l'islam de France? Et est-ce qu'il existe, quand je parle islam de France, c'est en termes déjà la, la fédération. De manière générale, c'est entré un peu dans le langage courant, l'islam de France. Est-ce qu'il existe, par exemple, l'islam d'Italie, l'islam d'Allemagne? Est-ce qu'il y a avec la même connotation, c'est-à-dire les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux? euh, Alors, comme nous avons un peu de temps, mais je irai à la concision, je vous dirai deux choses. La première, selon le hadith de Jibril, le fameux aphorisme de Gabriel, ou appelé ainsi, qui très brièvement, voilà un homme qui est venu voir le prophète de l'islam alors qu'il était entouré de ses compagnons et qui, curieusement, c'est cet homme qui lui pose des questions sur un triptyque. Qu'est-ce la foi, qu'est-ce le culte et qu'est-ce la bienfaisance? C'est moi qui traduis et je vais vite. Et la réponse du prophète était la foi et ceci, cela, tu crois en Dieu, en ses livres saints, en sa sainte écriture, le jour du jugement dernier, etc. Je ne vais pas passer tout le credo. Alors l'autre lui dit, ah, ô envoyé de Dieu, tu dis vrai. Et on passe au deuxième point, mais alors qu'est-ce le culte? Le culte islamique est fondé repose sur cinq piliers que sont la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage à la demeure de Dieu. Et alors, il lui dit, ah, là aussi, tu dis vrai. Et le dernier point, alors, qu'est-ce que c'est que le bel agir, la bienfaisance, l'excellence du comportement, ou la mystique, ce sont les différentes traductions. Et l'autre, enfin, le prophète de l'islam répond, c'est que tu adores Dieu, c'est comme si tu le voyais, parce que si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Voilà, ça, c'est l'islam de tous les musulmans et de toutes les musulmanes de par le monde et à travers l'histoire. Et c'est un islam unique, quelles que soient les obédiences, quels que soient les différents courants, quelles que soient les constellations, quelle que soit la nébuleuse dans laquelle on peut se trouver, chiite, sunnite, kharijite, et chacune de ces obédiences elle-même est une myriade d'autres courants, ça ne souffre aucune discussion. C'est ça l'islam universel ou qui universalise l'ensemble des musulmans. En revanche, lorsqu'on est à Jakarta, on ne vit pas son islamité lorsqu'on est à Casablanca. Lorsqu'on est à Peshawar, on ne vit pas sa tradition religieuse et on est à Zanzibar. Et lorsqu'on est au Yémen, ce n'est pas pareil que lorsqu'on est en Lituanie.
Oui, il y a la Alors que culture qui diffère, la culture. forcément, Voilà, et donc forcément. la foi, d'abord dans le temps, n'est pas pareille au 7e siècle qu'au 21e siècle, et elle n'est pas pareille selon les cultures. Et donc la tradition religieuse s'articule dans l'histoire et transmise par des cultures. Et donc l'islam de France, et c'est vrai que je peux comprendre que ça prête à équivoque, cela sous-entend que les musulmans de France respectent la loi fondamentale, donc la Constitution, euh, qui se trouve être une constitution consacrant la laïcité, la séparation des deux ordres. Si on est en Italie, ben les musulmans, pour prendre d'autres exemples, les musulmans d'Italie respectent la loi fondamentale de leur propre pays. Je parle des citoyens. Et donc, euh, en dépit de l'équivoque qu'il faut savoir lever, et d'ailleurs en ce qui nous concerne, la fondation de l'islam de France, c'est plus la fondation qui est de France que l'islam. Euh, mais le reste, certains ont voulu, la sémantique étant un peu difficile à cerner, parler d'un islam gallican, un islam français, comme on parle du judaïsme français. D'autres disent un islam à la nord-américaine, quand il s'agit du Canada ou des États-Unis. En réalité, il suffit simplement de dire vivre sa tradition religieuse islamique en France, en respectant les lois positives, les lois du De la droit positif laïcité, de déjà. la déjà, alors que si on est en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, on vit en phase avec les traditions, les coutumes, qu'il faut savoir aussi rendre respectueuses de la dignité humaine et des droits fondamentaux de la personne humaine. Ça, c'est tout aussi un débat. Et donc, et là, je vous rejoins tout à fait, et vous avez raison, cher Maya, de le souligner, la religion n'est pas comme ça hors sol, elle s'articule dans l'histoire et elle est transmise par des cultures au pluriel. Mhm. Et justement, de quelle manière est-ce que la fondation de l'islam de France, et d'ailleurs, je vous ai entendu dire islam avec un I majuscule, alors que c'est avec l'islam de France, I avec majuscule. Alors, peut-être nous dire pourquoi et de quelle manière ça revient à parler des missions de la fédération, de la fondation, pardon. Ça amène à parler des missions de la fondation justement pour atteindre ces objectifs. Alors, d'abord, c'est peut-être une facétie des typographes chez les éditeurs au tournant du XXe siècle qui étaient un peu embarrassés de ne pas trouver en langue française l'équivalent de chrétienté et de christianisme. La chrétienté renvoie à la civilisation sous-tendue par l'évangile, pour faire simple, par le christianisme. Donc la chrétienté est l'ensemble des peuples qui ont embrassé la religion chrétienne et cela a produit une civilisation, la civilisation chrétienne. Je ne parle pas de la civilisation occidentale, je parle de l'histoire. Et le christianisme, c'est la religion chrétienne. Bien sûr, on a les catholiques, les orthodoxes, les protestants, etc. Mutatis mutandis, on est dans la même situation, mais on n'a pas deux vocables différents, on n'a pas deux termes différents. Donc, on a tranché par l'islam écrit avec la majuscule, grand I capital, comme disent certains, c'est l'islam qui renvoie à la civilisation, et l'islam écrit avec petit i qui renvoie à la religion, aux questions proprement culturelles. Et donc l'islam qui renvoie à la civilisation nous fait parler, entre autres, d'une civilisation impériale. N'oublions pas qu'à un moment donné de l'histoire, nous avions trois grands empires concomitants, l'Empire Oui. ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol. Et on oublie l'art de vivre, le raffinement, l'égoïsme. L'Andalousie, les Abbassides, voilà, période Alors, faste. Ouais. Mm. Non? l'Andalousie, c'est pour la partie occidentale, et vous avez tout à fait raison. Les Abbassides de 750 à 1258, d'ailleurs jusqu'au 10 février 1258, était un empire-monde, et la capitale, Bagdad, était aussi une capitale euh, cosmopolite. On pourra en parler jusqu'à demain matin de la civilisation qui se trouvait dans cette ville. Alors,
pour répondre directement, et nous n'allons pas digresser à votre question, les missions, en réalité, la Fondation a une vocation, une ambition, des missions, des actions et un discours. Et le discours, je le porterai devant vous. Ces missions, pour l'instant, sont dans un triptyque. Le premier volet du triptyque, c'est l'éducation. Parce que nous croyons fondamentalement, c'est une conviction profonde, que les meilleures réponses aux dérives radicales, extrémistes, à la cryogénisation, si je puis dire, de l'esprit, à à ces crampes mentales, à ces consciences apeurées et culpabilisées et qui sont dans l'obsession quasi névrotique de la norme canonique, euh, la meilleure réponse demeure l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la connaissance, la science, l'ouverture sur le monde, les humanités, les belles lettres, les beaux-arts, la musique, la poésie, l'inclination pour les valeurs esthétiques. Et ça, dans notre première mission, qui est celle de l'éducation, couvre une gamme. Je n'ai pas envie de dire tout un spectre, mais en tout cas un spectre qui va de l'islamologie savante, de l'islamologie fondamentale, et nous donnons des bourses à des étudiants en thèse de doctorat pour avoir une connaissance rationnelle, intelligente, approfondie du fait islamique, de la connaissance de la chose islamique. Je ne veux pas qu'on continue à parler de l'islam en termes de voile, de non-voile, de certificat de virginité, de je ne sais quelle autre bilvesée, fadaise et idiotie. Et de l'autre côté, nous avons aussi une jeunesse désespérée, égarée, laissée pour compte, n'ayant que 300 mots pour s'exprimer. Et lorsque nous n'avons que 300 mots pour nous exprimer, nous sommes potentiellement violents. Et donc, on va étoffer le vocabulaire de ces jeunes gens. Certains sont incarcérés. Donc, on est dans une logique dite de désengagement d'une certaine voie vers une autre et vers d'autres horizons porteurs de sens et d'espérance. Et entre les deux, on donne aussi des bourses aux ministres du culte musulman, prédicateurs, imams, aumôniers, présidents d'associations, pour qu'ils dédoublent leur formation proprement cultuelle et religieuse par une formation culturelle. Il faut bien qu'ils s'ouvrent Mhm. sur un Donc, ce imam. sont des personnes qui viennent d'où? Ces candidats, ils viennent d'où? Ah ben, ils nous envoient leur candidature, c'est sur dossier. Il y a une commission qui étudie la recevabilité de leur candidature et on leur donne, selon nos moyens, ces bourses-là. Nous sommes à 250 bourses données à ces ministres du culte. Pour les thèses en doctorat, c'est un peu coûteux, on en est encore à un nombre très réduit. Entre les masters et les doctorats, on est à une quinzaine de bourses. Et en revanche, le travail fait, y compris dans les milieux carcéraux, et là, nous aidons les hommes et aussi nos bénévoles et nos experts, si je puis dire, qui y vont pour prendre en charge cette détresse de cette jeunesse et puis votre obligé à instaurer une université populaire, itinérante. On allait de ville en ville, on va toujours de quartier en quartier, de cité en cité, on descend dans la fosse aux lions pour nous confronter aux idées dites salafistes. Et on descend dans l'arène aux fauves, débattre, parce qu'il y a une thérapie de la parole. Il faut que la parole circule, que les gens s'expriment, et donc le débat est intra-islamique, il est aussi interreligieux ou interindividuel. Donc c'est un débat citoyen. Et nous sommes à notre 35e édition de cette université populaire. Je continue. Nous avons un Oui. campus numérique qui a pour ambition d'être le site francophone de référence sur le fait islamique. Il y a des choses qui ont très proprement dit à l'islamologie, mais j'ai ajouté les aspects littéraires, artistiques, musicaux, etc. On a encore tout un programme culturel, des expositions, de l'opéra,
l'enlèvement au sérail composé par Mozart, qui présente le Pacha Sélim comme un homme magnanime, longanime, qui consent à restituer l'amoureuse Constance à son fiancé, donne l'idée du prince musulman qui n'est pas le terroriste, par exemple. On a des pièces de théâtre, Le Fou de Leïla et Le Fou J'ai envie de dire, d'Elsa. c'est pas les mêmes émirs, hein. Bon, et on a aussi d'autres pièces de théâtre. La rencontre entre Saint François d'Assise et le sultan mamelouk Malik el-Kamil en 1219 à Damiette est une grande rencontre mise en scène et jouée par des jeunes musulmans, donne une autre idée de la civilisation islamique. Et puis, on continue. Et vous êtes cordialement conviés, vous-même et à travers vous, nos amis internautes, venir ce qui se passe à la Fondation. Alors, Monsieur Benchir, donc dans les missions que vous venez d'évoquer, de la Fondation de l'Islam de France, ça me rappelle un diasporama qu'on avait réalisé il y a, je pense, l'année dernière avec le recteur de la mosquée de Paris. Et pareil, qui parlait de ces missions, donc d'éducation, de cours de langue arabe, de notions de véhiculer un islam moderne, un islam laïque, etc. Ça rejoint un petit peu ce que vous développez à l'instant et depuis le début. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des actions communes que vous menez ensemble à des occasions précises ou pas? Alors, pour l'instant, non. Et j'ajoute que nous ne sommes pas dans une logique d'accoler à l'islam une épithète. Islam laïque, islam libéral, islam moderne, islam apaisé. Il y a L'idéal, un islam, il y en a pas plusieurs, vous voulez dire. voilà, et qui doit se suffire à lui-même et qui n'est pas besoin d'être adjectivé. Si nous devions donner un adjectif, ça serait à l'extrémisme, au radicalisme. En principe, c'est vrai que je suis dans un cas idéal. Nous continuons nos missions dans le domaine de la connaissance parce qu'il y va de la dignité humaine. Vous savez, il y a l'égale dignité humaine attestée partout, par toutes les doctrines, toutes les religions, toutes les philosophies, y compris dans la révélation coranique. S'il devait y avoir un quelconque critère pas discriminant, mais un critère où on en différencie les êtres humains, c'est uniquement par leur savoir. Parce que ceux qui savent ne sont pas égaux par rapport à ceux qui ne savent pas. Pas au niveau d'une égale dignité, c'est simplement la connaissance, la culture et le savoir déterminent donc davantage et surtout la dignité humaine qui n'a pas de prix, bien entendu, et nous investissons en l'homme, en l'être humain, en la personne humaine, hommes et femmes, parce que nos retards, le no, je le dis à nos autres musulmans, notre arriération, parce qu'elle est réelle aussi, et surtout pour certaines sociétés musulmanes qui croulent sous des pesanteurs d'ignorance, de pauvreté, de malgouvernance. Quand je dis pauvreté, parfois elle, elle est à côté et elle côtoie l'opulence exagérée, et ce qui aggrave encore la situation. Donc, ces pesanteurs-là, il faut s'en affranchir et les alléger par la connaissance avant tout, d'entrer de plein pied dans la modernité politique et intellectuelle, pas uniquement une modernité qui, au nom même de la modernité, nous devons la critiquer, mais je ne parle pas de l'essor technologique, je parle comment on peut s'ouvrir aux idées émancipatrices de l'homme, du sujet humain, et ça dans un contexte islamique, et c'est ce qui nous guide et c'est ce qui nous pousse à agir. Votre serviteur le fait comme président à titre gracieux, il faut le souligner. C'est prenant, mais c'est aussi exaltant. Donc, Une des conférences que vous avez récemment organisées, qui a attiré mon attention, et je pense que vous allez comprendre pourquoi, c'est celle qui a pour thème féminisme et mouvement de réislamisation. Féminisme au pluriel et mouvement au pluriel de réislamisation. J'avais jamais entendu ce mot, réislamisation. Alors,
J'aimerais bien que vous nous disiez de quoi s'agit-il exactement, comment vous liez féminisme et mouvement féministe, euh, et pourquoi réislamisation? C'est intéressant ça. Vous avez raison de dire que c'est intéressant. D'ailleurs, tout ce qui touche l'islam de près et de loin a son intérêt propre. Euh, il se trouve que dans la crise actuelle, et une crise peut être un lieu de salut, peut être salvifique si elle est bien gérée, si on s'en sort grandi. Il faudrait aussi peut-être le préciser, comme le dit Antonio Gramsci, lorsque le passé se meurt, le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. Et les monstres surgissent quand il y a abdication de la raison. Et c'est pour ça qu'il faut laisser place à l'esprit, à l'intelligence, à une raison qui n'est pas la raison raisonnante, une raison qui prenne en charge les aspirations spirituelles et les ressources inventives de la technoscience. Donc, je réponds à votre question. Euh, Après l'année fatidique de 1979, c'est curieux, dans l'histoire de l'humanité, l'année 1979 du siècle écoulé est un peu spéciale. La Pourquoi? révolution Khomeini, le rigorisme wahhabou-salafiste, l'accession au pouvoir de Saddam Hussein, l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, la prise de la Mecque et puis le fait de mater la rébellion par le commandant Barry et compagnie. Et en plus, j'arrête là tout ce qui a pu se passer dans cette année fatidique. Et donc, on est à plus de 44 ans de cette année-là. On se retrouve avec la conjugaison ou la congruence de trois mouvements, le wahhabou-salafiste, les frères musulmans, la révolution khoméiniste, et là, on nous serine, le on, certains islamistes, certains idéologues de la doctrine islamiste qui idéologisent la religion islamique, et ceux-là viennent nous dire, vous savez, l'islam a libéré la femme, et si elle subit ce qu'elle est en train de subir, c'est parce que vous n'avez rien compris. Et donc, on a une sorte de mouvement dit féministe, mais avec une sorte de réislamisation, parce que l'islam que nous connaissions et que nos ancêtres et nos parents, nos aïeux ont connu, pour cela n'était pas bon. La preuve, c'est qu'il nous a amenés à des situations de colonisation. On n'avait pas suivi au pied de la lettre, on l'a un peu délaissé. Et donc, il faut qu'on suive ce qu'ils nous racontent eux. Et d'ailleurs, certaines femmes y avaient mordu. Et donc, on a un féminisme de type dit islamique ou islamiste. Pour certains, c'est même un oxymore, ça serait paradoxal. Et donc, ces mouvements de réislamisation, telle une doctrine nouvelle, j'ai parlé même d'idéologie, nous vendent cette idée que la femme doit suivre au pied de la lettre ce qui est dit dans la doctrine islamique, et c'est comme ça qu'elle s'émancipera. Et donc c'est pour rompre ce paradoxe, et la conférence à laquelle vous faites allusion a été animée, en tout cas a été invitée Leila Tawil, qui elle-même est une chercheuse ou un chercheur, si je ne féminise pas le titre, et Ah si, qui, s'il faut, on tout un féminise, débat, s'il vous me plaît. rappelle, c'est peut-être qu'elle est de l'ancienne génération. J'ai invité Hélène Carrère d'Ancos, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie, et quand je lui ai dit, Madame la secrétaire perpétuelle, elle m'a dit, ah non, moi je suis le secrétaire perpétuel. Mais vous avez raison, donc je vais le féminiser, donc c'est la chercheuse ou Je ne sais chercheur, pas si j'ai raison, mais je préfère. mais j'accède à votre désir volontiers. Et il se trouve que Leila Tawil, qui connaît ces choses-là, fait tout un travail de recherche. Elle connaît la pensée du regretté Mohamed Darkoun. Et puisque nous sommes sur ce terrain euh, éculé, hélas, mais il a son importance de l'islam et la femme, je voudrais vous dire quelque chose en guise de préambule. Un, on ne connaît le degré d'avancée éthique d'une société qu'à l'aune de la situation des minorités au sein de cette société. Or, il se trouve que dans les États démocratiques, dans les sociétés ouvertes et évoluées, il n'y a pas de minorité ethnique ou religieuse. La minorité n'est que d'ordre politique et elle est au Parlement et elle s'appelle opposition.
mais il reste le sort des femmes au sein de ces sociétés. Si elles sont heureuses, épanouies, émancipées, merveilleuses, etc., c'est que la société est saine et elle est bien. Si les femmes au sein de ces sociétés sont opprimées, euh, minorées, connaissant la claustration, violentées, ça veut dire que cette société est malade. Or, je ne veux pas pour ma part, comme témoin, je dis ça, je n'ai aucune autre autorité que mon témoignage, je ne veux pas que dans nos sociétés musulmanes, les femmes continuent à pâtir de machisme, de sexisme, de phallocratie, de misogynie, de ségrégation. Ceci est inacceptable. Il y va du respect de la dignité humaine dans sa composante féminine. Et pour cela, tous nos moyens doivent être mis en œuvre pour que la moitié de la société puisse être non seulement épanouie, ouverte, heureuse, émancipée, mais participer à la décision, diriger l'administration, l'État, les grandes entreprises, les trouver partout, être dans les endroits de la prise de décision et dans la prise de responsabilité. Voilà ce qui prime pour nous véritablement, et c'est ainsi que nous sortirions, et nous sortirons, je ne dirais même pas au conditionnel, mais au futur simple, de l'ornière dans laquelle nous nous débattons. Bon, en Algérie, en tout cas, les femmes ont accès à toutes les responsabilités, on les voit dans tous les secteurs, et c'est pas pour autant qu'elles sont libres, épanouies et, euh, et légales complètement de l'homme. Peut-être dans les, dans les droits ou devoirs, mais vous connaissez très bien le problème du statut de la femme en Algérie et du code de la famille qu'on dit largement inspiré de la charia et qui fait de nous, les femmes algériennes, des mineurs à vie, Monsieur Benchir. Vous le savez très bien. Wallah, allez, je jure par Dieu, ma chère Maya, que c'est un non-sens total le fait de soi-disant se prévaloir de la charia qu'il faut savoir comprendre, cerner, Oui, étudier, c'est etc. toujours qu'on n'a pas compris, c'est toujours comme ça de toutes les façons. Bon, Et tout le problème de communication est là. et c'est un non-sens total que de se prévaloir de cette soi-disant charia et de continuer à agir de la sorte pour opprimer la femme. Et quand vous avez cité la femme algérienne, qui est courageuse, brave, formidable et que nous aimons et que nous respectons, que nous chérissons. Et puis il y a quelque chose de contradictoire quand même. Théoriquement et selon la Constitution, elle peut accéder au statut de la magistrature suprême. Elle peut être Oui, présidente de la République. tout à fait. Mais pour certains aspects, il lui faut un tuteur. C'est Oui. un non-sens total. Et Elle donc, peut il faut... décider des affaires d'un État, mais elle ne peut pas décider de sa propre vie, Et, de son propre destin. et Oui. cette Je parle de incohérence, mariage, par exemple, mais de j'entends, choisir un j'entends, conjoint sans consentement du tuteur. Oui. pour certains islamistes ou certains à l'esprit borné et biscornu en Algérie, c'est leur compréhension totalement dévoyée de soi-disant cette charia. C'est pour ça que je dis soi-disant parce qu'ils n'ont rien compris. Ils continuent à se prévaloir de cette vision des choses pour vivre dans l'incohérence et la contradiction. Alors, il est temps d'en finir. Il n'y a pas mieux que le droit positif, le droit qui est une émanation rationnelle des hommes, qui émane des hommes, des hommes et des femmes, des êtres humains, telle une émanation rationnelle qui s'applique au bien-être de tous, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Mais quand vous avez évoqué le cas algérien, il est temps que ce qu'on dit d'une manière théorique se traduise dans les faits, pas uniquement en droit, mais aussi dans les faits, et aussi jouer sur les mentalités. Et c'est pour ça, on revient en bouclant la boucle à l'éducation. Chérine Ebadi disait bien,
ben, les garçons ont des mères qui les éduquent. Et combien de mères et de belles-mères ont-elles reproduit auprès de leurs filles et de leurs brus ce dont elles pâtissaient elles-mêmes? Et ça devient Par encore une... peur, par peur et par par peur, crainte, et par aussi peur de par... l'homme. Je pense pas que ce soit par conviction. Et alors, il y a, eh bien, il faut s'affranchir de cette peur. Ouais, Une ouais. relation bâtie sur la peur ne peut pas mener à quelque chose de bien. Et nous ne pouvons pas nous attendre à quelque chose de bon ou de bien lorsque c'est fondé sur la peur. Il faut que ça soit fondé sur l'adhésion, sur les relations harmonieuses, sur l'affection. Au début de notre entretien, nous avions parlé d'amour et un amour harmonieux, que ce soit entre frères et sœurs, entre époux, entre amis, etc. Un amour filial, un amour réel, un amour conjugal. C'est ça le plus important. Ce n'est pas la peur. Il faut en finir avec ces craintes-là. Les sociétés deviennent malades et les dégâts psychologiques dus à cette peur dont vous parlez ne sont pas prometteurs d'un lendemain meilleur. Donc c'est pour ça que nous continuons à témoigner et à œuvrer. Très bien. Alors, Monsieur Al-Benchir, nous allons essayer de faire connaissance avec vous sur un plan un peu plus personnel, même si dans vos propos, il y a toujours, on sent la partie, le caractère personnel en vous, donc qui veut prêcher la bonne parole, qui veut exprimer et remettre un peu les pendules à l'heure, enfin tout ce qui concerne l'islam et la culture islamique. Mais là, on va essayer de vous connaître sur un plan un peu plus personnel. D'abord, une question. Trouvez-vous toujours le temps de jouer au football, Al-Benchir? J'ai appris que Alors, vous étiez, j'ai appris que vous étiez footballeur. j'étais gardien de but. C'est un peu spécial. Je ne courais pas après le ballon, je l'arrêtais, comme on dit. C'est un poste particulier, c'est le dernier défenseur et j'ai été gardien de but longtemps. Maintenant, je ne joue plus, hélas, parce que si je devais être gardien de but, on m'inscrirait des buts. Le temps où je plongeais d'un poteau à l'autre est un peu derrière moi. Vous, Mais vous étiez dans quel club? C'était où? En France, en Algérie? alors, en Algérie, Ailleurs? c'était d'abord en Algérie, à Albiar et à Belcourt. Et en France, c'était à Bondy, à l'Haye-les-Roses, et puis pareil aussi Ah oui, en quand même. amateur entre amis. C'était les dimanches, et puis avec quelques séances d'entraînement aussi. Donc je reste quand même un mordu de football et je suis, quand j'ai le temps, et parfois je l'inscris même dans l'agenda pour les grands matchs, et je reste passionné de ce sport roi ou de ce sport populaire. La réponse, je ne trouve pas le temps, hélas, hormis peut-être en vacances pour y jouer, mais je dégage parfois l'opportunité pour suivre les grandes manifestations sportives footballistiques. Et justement, un sujet a défrayé la chronique ce dernier mois de Ramadan concernant les footballeurs musulmans et la rupture du jeûne et toute une polémique autour de ça. Quel est votre avis là-dessus? Alors, Alors faut-il nous, interrompre le match pour rompre le jeûne? Faut-il jeûner pendant un match important? Ne faut-il pas? Quelle est votre position, mais vraiment personnelle, hein, dans ce domaine-là? alors, je vous la donnerai volontiers, d'autant plus nous lui avons consacré une édition ou une partie de l'édition de notre université populaire durant ce mois de Ramadan écoulé. Euh, Elle est à trois niveaux. Un, s'il y avait de la bonne volonté, comme un peu ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, ça ne gêne personne qu'à un moment C'est-à-dire, comment ça se donné. passe? Alors, en Angleterre, par exemple, au moment de la rupture du jeûne, on autorisait les joueurs musulmans à, très brièvement, à rompre leur jeûne, soit avec une date, soit de l'eau, ou que sais-je encore. Si ça pouvait se faire, à la limite, pourquoi pas, c'est un bon signe donné à la fois au respect d'une pratique religieuse. Si ça ne se fait pas,
il n'y a aucune raison de faire une quelconque polémique et l'accepter. Parce qu'en France, on est dans un État laïque, il ne faut pas percevoir cela comme étant quelque chose qui est dirigé délibérément et volontairement contre les musulmans. C'est ainsi. Ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. C'est vrai qu'on nous a opposé à un moment donné le fameux break, si je puis le dire en anglais, par les temps caniculaires, où on a arrêté le match pour tout le monde afin que les joueurs puissent se désaltérer. Là, ça ne s'est pas fait. Il faut l'accepter, non dans une vision un peu de soumission et de résignation. C'est simplement que le jeûneur, quand il jeûne, c'est pas pour qu'il désorganise la vie autour de soi. C'est une Mhm. affaire personnelle. Il est en mesure de pouvoir jeûner et jouer, il le fait. Il n'est pas en mesure de pouvoir jeûner et jouer, il ne le fait pas, et il rattrapera plus tard, ou il ne joue pas. La question est là, ça devient une sorte d'engagement personnel. Si on est dans une société qui ne reconnaît pas globalement cette pratique religieuse comme étant collective, c'est aux jeûneurs, et en l'espèce aux joueurs, de prendre, d'en tirer les conséquences personnelles, et c'est ma vie, et c'est mon avis personnel. Mhm. Oui, d'autant que dans une équipe de football, on peut trouver multiples confessions, donc avec multiples peut-être traditions ou jours de fête, etc., où c'est compliqué à chaque fois de s'adapter, effectivement, selon les joueurs et les athlètes. Et, oui, Alors, je comprends ce que... Oui. Mhm. oui, c'est ça. Non, je ne vais pas vous interrompre, mais il est Mm. dit qu'en République, on ne peut pas se prévaloir de sa croyance pour s'affranchir de la loi commune. Là, il ne s'agit pas d'une loi commune, c'est même une sorte de geste de bonne volonté. Il se trouve que ce geste de bonne volonté n'est pas venu de la part de la fédération. Il n'y a aucune raison de faire tout un plat, il n'y a aucune raison d'entrer dans une approche de polémique. Il faut avoir la sagesse, la froideur d'esprit et l'intelligence d'abord du cœur et puis celle de l'esprit, de gérer cela en affaires personnelles. Euh, je jeûne et je peux assumer les conséquences de mon jeûne, je le fais. Je ne peux pas, j'agis en conformité selon ma conscience. Très bien. Alors, comme vous dites, on ne va pas en faire tout un plat, j'en profite pour vous poser la question qui concerne la cuisine, les goûts culinaires. Alors, euh, quel est votre plat préféré? Alors, on va dire votre plat préféré, votre type de cuisine ou votre plat préféré. Et est-ce que vous cuisinez? Ah, je commence par ce dernier point. Je suis nul en cuisine. Euh, Ma mère, pour qui j'ai une dévotion sans limite, mais qui n'est plus de ce monde et qui me manque, m'a handicapé sur ce plan. Quand je rentrais dans la cuisine, elle me faisait sortir. Elle me trouvait encombrant et elle pensait que ma place n'était pas là. Bon, euh, un de mes frères sait cuisiner, s'est débrouillé tout seul. En revanche, en dehors de l'œuf au plat et encore quelques nouilles, si je peux les réussir, je me débrouille autrement. Soit je suis dans le surgelé si je suis tout seul, soit si on a pitié de ma petite personne, on m'amènera à manger ou j'irai manger ailleurs. En revanche, mes plats, et là, mon plat, et je ne vous surprendrai pas, c'est le couscous sous toutes ses formes. Le couscous peut être algérois ou constantinois. Et on m'a expliqué que durant le mois de Ramadan, en dehors du sahur, où tu peux prendre uniquement le mesfouf, mais durant tout le mois, tu en seras privé. Ben, j'en ai souffert récemment parce que si je peux en prendre tous les jours, j'en Oui. prendrai. Et donc, Mhm. mon plat préféré demeurera et est toujours le couscous. Et si vous voulez me faire plaisir ou quelqu'un, eh bien, on partagera ensemble un couscous et c'est vraiment d'Isance. Très bien, c'est noté. Alors, qu'est-ce que vous aimez écouter comme musique, Monsieur Benchir? Ah, mais je suis d'un grand éclectisme, si je puis dire. Moi, je me rappelle avoir préparé mes examens sur les Pink Floyd, et mes Pink Floyd ou la musique psychédélique d'une manière générale a toujours été mon dada, si je puis m'exprimer ainsi. Mais Mhm. l'éclectisme va de la musique andalouse jusqu'à la musique persane, passant par la musique populaire, enfin notre fameux shabi, et par moments aussi
du baroque, du lyrique. Mhm. Rameau, Tendre amour de Rameau, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez bien la palette, si je puis dire, mais ça reste encore la musique psychédélique qui me renvoie à la fois à ma jeunesse et à mes années de faculté, tant en sciences qu'en philosophie. Très bien. Vos lectures, est-ce qu'elles sont toujours en rapport avec la religion ou les religions? Parce que vous vous intéressez aussi aux autres religions. On ne l'a pas suffisamment évoqué, mais vous avez même écrit ou avec d'autres auteurs ou vous-même sur les religions. Alors, mais vos lectures, c'est quoi en dehors des livres sur la religion? Alors, les religions au pluriel, vous avez tout à fait raison, et nous avons besoin d'avoir des sémitisants, des hébraïsants, des biblistes, des gens qui connaissent le Talmud, la Torah et puis l'Évangile, etc. On ne peut pas rester uniquement cantonné à sa propre tradition religieuse. Alors, à un moment donné, je lisais de tout. Là, je lis plus des essais. Je m'étais intéressé un peu à la littérature nippone parce qu'il faut bien décentrer le regard. Je m'étais intéressé à Murakami, à ce qu'il faisait. Bon, maintenant, on m'envoie à France Culture une littérature abondante. C'est une grâce. Et donc, je mets à profit tous mes déplacements par train ou même mes longs déplacements pour glisser dans mon cartable un ou deux ouvrages, peut-être l'un pour l'aller, l'autre pour le retour, ou l'un pour toute la partie du séjour pour lire. Je ne sais pas, là, par exemple, je suis en train de lire Khéops, Je suis l'éternité. Je l'ai simplement à portée de main. J'ai quelques ouvrages ici à portée de main. Euh, Parce que il n'en demeure pas moins que le meilleur compagnon, si je puis dire, quand on est seul, c'est un livre. Oui. Cinéma, film, série, votre rapport au film? Ah, ça reste classique, un peu aller des romances, du cinéma classique. Je suis un peu en retard ou en décalé par rapport à ce qui sort maintenant. C'est toujours le cas. J'en prends connaissance que parfois quelques mois plus tard, mais c'est un peu out of Africa, un peu l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait longtemps, ça. Oui. Mm. C'est un peu dans ce genre-là, je veux dire. Oui, oui, C'est un peu mm, je suis encore à l'époque des Paul Newman et de Robert Redford, par exemple. oui, Donc, oui, voilà. oui. Vous suivez un petit peu l'actualité culturelle en Algérie ou algérienne en France? Je parle de littérature, de films, de musique, d'expos. Aussi possible que ça puisse l'être, oui, autant que se peut, oui. Je sais que Kautsala Dimi a eu un prix et j'en suis ravi pour elle. J'essaye d'aller quand je peux au Centre culturel algérien, à la fois voir les expositions qui s'y déroulent et les manifestations culturelles qui s'y passent. Euh, et en Algérie, quand je peux me déplacer, j'essaye de suivre telle ou telle manifestation, soit au Palais de la Culture même, ou ailleurs, parce que je dis souvent que donnez à la culture et la culture vous le rendra. Donc donnez de votre temps, allez-y, euh, et vous allez voir comment on sort grandi. Et dans culture, il y a le fait c'est cultiver, c'est grandir. Et c'est pour ça que c'est important. Et la culture algérienne, ou des artistes algériens et des hommes et des femmes de culture d'Algérie doivent contribuer à nous sortir d'une vision où parfois, je risque d'être sévère dans mon expression, où la laideur prévaut. Or, la beauté est salvifique. Dostoïevski nous a bien dit que la beauté sauvera le monde. J'aimerais bien voir la beauté, l'esthétique
dans la culture certes, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans la culture quotidienne. Alors, la toute dernière question, Al Benchir, la question rituelle de Diasporama, concerne le jour du départ, le jour où vous avez quitté. Bon, vous avez vécu dans plusieurs pays, mais on va revenir peut-être à un départ très important, soit d'Algérie ou du Caire ou d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez emporté de précieux à vos yeux et à votre cœur avec vous? Enfin, ce que j'ai emporté physiquement ou dans mon cœur. Alors, ça peut être un objet physique, comme ça peut être matériel ou immatériel. Ça Alors, peut ce être qui une est image, ça peut être un objet. bon, ma tendre enfance était à Jeddah. Nous avons vécu un peu au Caire, c'est vrai. Euh, Alger, je ne peux pas parler d'exil ou de départ puisque j'y retourne, mais quand je suis parti d'Alger, c'était la blancheur de la ville et l'éclat de la ville que je garderai toujours présent dans mon esprit. Euh, Jeddah, que je n'avais pas vu quasiment quelques décennies, j'y suis retourné ces derniers temps, j'ai vu qu'elle a évolué par rapport à l'image que j'en avais lorsque j'étais enfant. Euh, En revanche, je ne suis pas retourné dans le désert, dans le Sahara, à Tolga, à Biskra, et ça, ce sont les palmeraies. Et il y a eu une vision féerique, idyllique, que je garderai toujours. J'espère pouvoir aussi retourner. Il y a quelques programmes où je dois faire des conférences à Timimoun et ailleurs. Mais c'est l'étendue désertique, que ça soit un désert sablonneux ou de terre, un désert rocailleux, ça me parle beaucoup, j'en garde un souvenir irrémissible, d'autant plus que je passe mes vacances notamment en Bretagne, où une autre féerie du paysage et de la mer est en contraste avec cette image du désert. Merci, Raled Benchir, en tout cas, de vous être livré à nous et nous avoir confié ces souvenirs personnels. Merci d'avoir fait votre diasporama aujourd'hui. J'espère vous retrouver pour d'autres programmes, parce que dans cet entretien, il y avait d'autres entretiens qui auraient pu en découler, qu'on réservera pour d'autres sessions, j'espère. Voilà. Merci Merci à vous. encore. Merci. C'est moi qui ai été heureux d'être avec vous et je resterai toujours à votre entière disposition. Merci beaucoup et merci à vous, visio-spectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce programme, bien entendu, sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, la chaîne YouTube et page Facebook également. À très bientôt. Au revoir.